observer les applications actuelles de l'intelligence artificielle en Belgique pour mieux envisager l'avenir. C'est ce que nous allons faire. Si elle permet déjà d'améliorer les soins et de faciliter les recherches, quelles possibilités offrira l'IA à l'avenir chez nous et ailleurs dans le monde? Madame la Présidente, c'est un tour des innovations potentielles. C'est ce que nous propose l'orateur que nous allons accueillir. Plaisir pour moi de présenter Giovanni Briganti, qui est un médecin et professeur de toutes nos universités, qui a eu son master de médecine à l'ULB en 2019, qui est passé par Harvard pour son postdoc, puis qui est à l'université de Mons où il est chargé de cours, et comme l'a dit Philippe, il est également à l'université de Liège où il est chargé de cours en santé digitale et intelligence artificielle. Je pense que le poste le plus important que Giovanni Briganti a dans cette matière d'intelligence artificielle, la manière dont on peut intégrer cette intelligence artificielle dans nos hôpitaux et dans notre vie quotidienne, c'est la coordination du groupe de travail fédéral de AI for Health. Et nous sommes très heureux de t'accueillir pour entendre ce que tu vas nous expliquer sur l'intelligence artificielle. Merci Madame la Présidente pour l'accueil. Ma présentation pose une question. C'est Quo Vadis pour les amateurs du latin, c'est où est-ce qu'on va? Alors, ma présentation, elle est un mix d'émerveillement en tant que scientifique, en tant que clinicien et inquiétude. Et donc, je vais essayer de placer le côté humain autour de cette révolution et les questions que moi je me pose aujourd'hui, qui sont très nombreuses. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens ici. Il y a 6 ans, le professeur Goldman et le professeur Mounel avaient décidé d'organiser une séance sur l'intelligence artificielle et ils avaient décidé de briser un tabou de l'académie, c'est-à-dire celui d'inviter un étudiant à parler. Je terminais ma médecine, je rentrais en dernière année de médecine à l'ULB, et on se posait la question, l'intelligence artificielle dans le cursus des étudiants en médecine. Quand et comment? On était donc en 2018, c'était un samedi pluvieux, Madame la Présidente, la salle était bondée, aujourd'hui il fait bon et la salle est plutôt vide, je me demande si le soleil de ce solstice n'a pas assombri notre envie de savoir. Alors, quelqu'un dans le fond de l'audience avait posé une question et une remarque suite à mon intervention en me disant: ça ne sert à rien d'enseigner l'intelligence artificielle aux étudiants en médecine. Et dans les coulisses, dans le couloir, après il m'a dit: les médecins sont trop cons pour comprendre. Alors, je me souviens, il y a 6 ans, j'étais assez terrorisé de cette assemblée. J'avais Hippocrate derrière, je me sentais assez jugé. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins terrorisé et je peux enfin tirer le bilan de 6 ans de développement. Parce que ce commentaire fait dans le fond de cette salle a motivé les 6 prochaines années de mon travail et a motivé toute ma carrière d'académique aujourd'hui. C'était ici que ça s'est passé. Et il y a 6 ans, il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Il y avait le professeur Cole, il y avait le professeur Olivier Lemoine à l'ULB, il y avait le professeur Adrien Humbert qui a corrigé les équations de ma thèse et que je remercie. Et il fallait quelque part innover. Et 6 ans après, la Belgique francophone, elle devient la pionnière mondiale de l'éducation médicale obligatoire en intelligence artificielle. Nous sommes le seul pays au monde où des cursus d'intelligence artificielle sont obligatoires dans la formation médicale. Il y a des cours à l'université de Mons où, suite au don très généreux des RMN, nous avons pu créer une chaire d'intelligence artificielle et médecine digitale. L'université de Liège a pris le pas en fondant une chaire en santé digitale que j'ai l'honneur d'occuper depuis cette année. L'ULB a ses propres cours d'informatique médicale et l'UC Louvain a suivi cette année aussi avec un cours d'informatique et technologie en médecine. C'est unique au monde parce que tous les autres pays aujourd'hui n'ont pas des cours obligatoires cotés, c'est des cours la plupart du temps optionnels. Et nous avons des formations à tous les niveaux d'éducation en Belgique, en formation initiale, en bachelier, en master médecine, en formation complémentaire, formation continue avec des certificats d'université qui existent, à la fois le certificat en IA et médecine digitale, à la fois le MASIM qui est présidé par le professeur Cole ici présent, et de la formation accréditée en matière des médecins. Et donc il y a tous les ans des webinaires accrédités en matière d'IA. Ça fait que 6 ans et la Belgique a été capable de faire tout cela
bien évidemment, avec l'aide de personnes très très motivées avec qui j'ai l'honneur de collaborer. La Belgique est aussi devenue, en l'espace de 6 ans, une mine d'or de l'IA en santé. Nous sommes le pays potentiellement qui peut être le meilleur au monde en intelligence artificielle en santé. Pourquoi? Parce que nous avons des hôpitaux qui sont des champions mondiaux des études cliniques. Nous avons une représentation de l'industrie pharmaceutique qui est très fortement représentée en Belgique et qui investit énormément d'argent dans des projets innovants. Nous avons des universités, rien que du côté francophone, Madame la Présidente, plus que 700 chercheurs font de l'intelligence artificielle. On estime que plus d'un tiers d'entre eux font de l'IA en santé. C'est immense pour un petit pays de 11 millions d'habitants. Plus de 300 PME font de l'IA en santé digitale, de la technologie médicale ou de l'e-santé. Des grosses entreprises, des gens et des consultings sont tous présents sur le territoire belge pour s'occuper de ces questions. Les mutuelles, très intéressées par la matière, et des coalitions présentes, Madame la Présidente, à chaque niveau de la gouvernance de ce pays, très compliquée gouvernance, mais très performante pour l'IA en médecine, et qui inclut également des gros investissements publics. Bref, nous sommes bien positionnés pour devenir les meilleurs en intelligence artificielle en santé. Nous avons également été les premiers à effectuer avec AI for Health, le spécialiste et l'Université de Mons, une étude nationale, 2 études nationales, une pour les spécialistes, une pour les généralistes, pour mesurer quel est l'impact de l'IA en santé et quel est le retour des médecins sur comment ils comptent l'adopter. Et ce que l'on voit, c'est qu'on compte sur l'IA pour l'augmentation de la rapidité et la fiabilité de la prise de décision, libération de plus de temps pour les tâches de valeur ajoutée, réduction du risque d'erreur. Également, les priorités mises en avant, l'appui à l'analyse et à l'interprétation des résultats d'imagerie ou de biologie. On a dit l'imagerie, domaine de prédilection d'application des liens en médecine, pas que, mais un des domaines où le plus de publications sont actuellement sur la littérature, et l'identification du traitement le plus adapté. Alors, Madame la Présidente, l'IA en médecine aujourd'hui c'est une réalité. On estime qu'au moins chaque hôpital en Belgique, ou en tout cas la plupart des hôpitaux en Belgique, déploient au moins un algorithme en leur sein, que ce soit pour l'organisation, pour l'informatique ou pour le volet clinique. Donc il s'agit aujourd'hui d'une réalité. Et aujourd'hui, je vais laisser ma casquette de statisticien, de clinicien, et je vais prendre celle-là de philosophe, temporairement, Madame la Présidente, permettez-moi, parce que je vais vous poser la question de quelle vision sociétale on veut pousser par rapport à cette intelligence artificielle. Et c'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui en mélangeant clinique, méthode et philosophie. Le premier aspect, c'est la validation et l'adoption. Il y a urgence, Madame la Présidente, parce que nous avons en Belgique des hôpitaux qui déploient des technologies d'intelligence artificielle en contact avec les patients et qui ne sont pas validées scientifiquement par des études cliniques. Ça veut dire que peut-être nos enfants, nos parents, nos collègues, nos amis sont soignés dans les hôpitaux en Belgique, y compris Belgique francophone, mais évidemment, en partie par des solutions utilisées qui n'ont pas vu d'études cliniques, dont on ne connaît pas la performance en clinique réelle. Et c'est pour moi interpellant. C'est aussi urgent parce que nous devons nous poser des questions d'acceptabilité de l'utilisation de l'IA en pratique clinique. Nous le savons, si j'arrive mon métier, c'est que j'y crois à fond dans l'intelligence artificielle, mais néanmoins, étudier l'acceptabilité de la part des patients, de la part des soignants, de la part des gestionnaires des hôpitaux par rapport à l'usage de l'IA en médecine, c'est des questions importantes. La robustesse technique, l'AI Act, va certainement influencer la façon dont nos entreprises vont devoir se conformer à des standards qui seront assez durs par rapport à l'intelligence artificielle. La pertinence clinique, est-ce qu'une question mérite d'être répondue avec l'intelligence artificielle? Madame la Présidente, je vais citer l'exemple du micro-ondes étudié par ma collègue Diletta Vesquez dans son récent livre La révolution de la technologie. Elle explique que suite à l'installation du micro-ondes qui était censé libérer du temps pour que les femmes au foyer puissent avoir plus de temps à la maison, en fait les femmes au foyer ont eu en moyenne 8 heures par semaine en plus de travail suite à l'installation de cette nouvelle technologie à l'époque. Donc je me pose la question de savoir quelle vision, quelle tâche veut-on remplacer et pourquoi on veut donner du temps en plus aux médecins et donc la valeur sociétale et l'acceptabilité sociale de ce que nous faisons. Nous avons, Madame la Présidente, un problème Cassandre en médecine. Pour les amateurs du latin, du grec et de la littérature, j'espère qu'il y en a, Cassandre était la fille de Priam, roi de Troie, et qui
avait une certaine malédiction. Elle n'a pas voulu être séduite par Apollon, et donc Apollon lui a dit « Eh alors ma fille, je vais te donner le don, tu vas savoir tout prédire, mais personne ne va t'écouter. » Nous avons un problème Cassandre par rapport à l'intelligence artificielle, Madame la Présidente, parce que nous avons, même quand les modèles sont pratiquement parfaits ou quasi parfaits dans leurs prédictions, nous, les médecins, nous n'écoutons pas les modèles. Et comme montre cette étude, dans le cadre de la prophylaxie thrombolytique et du traitement en anticoagulation, même quand l'intelligence artificielle ne fait que 6% d'erreurs sur 100% de diagnostic unique sur lequel il faut agir, eh ben, il y a une perte de 7% des cas dû à la précision du modèle, ça c'est la précision, on n'y peut rien. L'absence de l'équipe quand on reçoit la notification, donc le modèle est parfait, mais quand la notification arrive que le patient est en danger, mais on ne fait rien parce qu'on n'est pas là, parce que c'est le week-end. Ensuite, on ne peut rien faire parce qu'il y a une contre-indication dans 40% des cas, et même quand il y a l'alerte et qu'on peut faire quelque chose, on choisit de ne rien faire, et ça c'est 50%. Et donc, on se trouve dans un contexte où même lorsque la pratique clinique vient à être améliorée par l'intelligence artificielle, si nous n'avons pas réfléchi à la façon de l'adopter et d'augmenter le clinicien grâce à l'IA, ben, tout simplement, nous avons une Cassandre qui va nous prédire toutes les complications des patients et que nous n'allons pas écouter. Le financement. Madame la Présidente, il faut parler des sous aujourd'hui parce que nous avons une difficulté en Belgique et c'est les sous que nous accordons à cette discipline. Nous avons des institutions qui sont ralenties. Autour de nous, des pays comme la France, l'Allemagne commencent à investir massivement dans le remboursement des technologies digitales basées sur l'intelligence artificielle. En Belgique, une seule application est pour l'instant remboursée à titre partiel et temporaire parce que nous ne savons pas si nous avons assez d'argent pour rembourser des technologies qui marchent, hein, problème de Cassandre. Et nous avons une efficacité à chercher, une réputation à garder comme un des meilleurs systèmes au monde. Et pour le faire, je pense que l'IA fait partie de la solution. Nous devons également rendre de la valeur aux patients. Nous avons parlé des vaccins. Il n'y a pas d'exemple plus parlant des vaccins. Nous nous dirigeons dans les mois qui suivent vers un espace de données de santé européen où les données vont circuler de façon libre pour la recherche et l'innovation d'intelligence artificielle sur le territoire européen. Nous risquons un vaccin bis où nous allons avoir des patients qui vont finalement se rendre compte du fait que les données partent à gauche à droite au profit, diront les futurs complotistes de ce domaine, au profit d'industries technologiques comme les géants technologiques. Alors nous devons maintenant éduquer les patients. 80% des patients en Belgique ne savent pas ce que c'est une donnée médicale, Madame la Présidente. C'est pour moi très grave parce que ce n'est qu'en formant et en sensibilisant la population que nous pouvons s'assurer que cette révolution technologique se passe de la meilleure des façons. Et aussi rendre de la valeur aux patients en leur permettant d'être soignés, d'avoir un retour sur investissement par rapport aux données qui contribuent à la science. En d'autres termes, il faut rembourser les technologies qui marchent pour ne pas avoir ce problème de Cassandre. J'ai fait la psychiatrie et parfois je me tâte à diagnostiquer notre système de soins de santé de toutes sortes de maladies mentales et je pense que notre système de soins de santé a parfois un certain état catatonique, Madame la Présidente. En ce qui concerne l'innovation technologique, nous avons une perte de fonds, une perte de compétitivité, une perte de soignants et une perte de profit informatique. Et aujourd'hui, tous ces 4 facteurs empêchent l'innovation technologique dans notre pays, qui est pourtant si bien positionné pour avancer. Autre question, énormément d'argent public part dans des entreprises privées qui ferment leur logiciel d'intelligence artificielle. Donc nos cliniques, si elles veulent l'utiliser, elles doivent le payer, mais nous n'avons pas les sous pour payer ces technologies, pas souvent. Et donc je me pose la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas garantir qu'en Belgique francophone, en Belgique tout court, on doit financer des technologies qui seront accessibles gratuitement aux hôpitaux. C'est une question que je me pose. Si on bénéficie de financement public, alors nous devons rendre les modèles open source pour que tous puissent les utiliser. La troisième question que je vais analyser aujourd'hui, c'est cet impact sur la société d'une IA qui touche à la santé et au bien-être. Madame la Présidente, ces 2 dernières années ont été profondément troublantes d'un point de vue sociétal vis-à-vis de l'intelligence artificielle, ce qui fait que même un enthousiaste comme moi est inquiet aujourd'hui. Nous avons commencé par du bannissement de modèles d'intelligence artificielle, des chatbots
relationnels, dont le but est d'avoir des relations sentimentales avec les citoyens, et qui touchent donc profondément la santé mentale de nos citoyens. Et en mars 2023, un de nos concitoyens belges s'est suicidé suite à la discussion de plusieurs semaines avec une intelligence artificielle non validée. Cette intelligence artificielle était construite pour se moquer un petit peu des thérapeutes rogériens, dont la fonction est de répéter ce que le patient nous dit et d'aller dans le sens du patient. Cette IA, elle a poussé un de nos Belges au suicide. Cette IA qui était librement accessible sur notre territoire, et des tas comme elle sont encore disponibles aujourd'hui. Nous avons une urgence de validation pour protéger nos citoyens, et ça passe par les scientifiques. Ça passe par les scientifiques et ça passe par les cliniciens. Donc nous avons eu un mauvais moment de presse, Madame la Présidente, qui s'est suivi avec des conseils très lugubres qui ont fait 5,3 millions de vues sur X, et ça date encore il y a quelques mois, où une personne, un utilisateur de Twitter, conseille aux personnes sur comment utiliser ChatGPT comme psychiatre personnel. Mais pourquoi? Parce que le psychiatre il coûte cher et que ChatGPT ça peut être gratuit, Madame la Présidente. Donc je trouve cela très, très grave, parce que nous exposons une population qui est déjà mal informée à des risques qui sont très importants. Et le professeur Lampé, il avait, Madame la Présidente, posé une question très intéressante concernant l'empathie. Je pense que nous, en tant que scientifiques, nous sommes en train de perdre la tête. Parce qu'une étude qui compare l'empathie de ChatGPT ou d'un modèle d'intelligence artificielle avec l'empathie d'un médecin n'a tout simplement pas de sens d'un point de vue épistémologique. Et pour moi, il faut réinstaurer un certain sens scientifique dans les études que nous, les scientifiques, nous faisons avec cette intelligence artificielle. Certaines questions, Madame la Présidente, ne valent pas la peine d'être investiguées parce qu'elles n'ont pas de sens. L'IA est smart, mais pas si smart que ça. Nous avons des avancements très importants, mais sur l'échelle de l'intelligence humaine, nous sommes encore au premier stade. En tout cas, l'IA est aujourd'hui comparable à l'intelligence animale. Nous, les humains, nous avons accès à une intelligence contrefactuelle, cette imagination que nous avons de réfléchir à des mondes qui n'existent pas. Ça nous est propre, et ce n'est pas prêt de nous être volé par des algorithmes. Alors, en tant que passionné d'IA en santé, je me permets quand même de faire un petit pronostic. Je ne sais pas où on sera dans 5 ans, mais je vois 3 tendances. La première tendance, Madame la Présidente, c'est que j'imagine que l'IA va être déployée dans tous ses états, dans des tas de domaines cliniques. Notamment, cet article publié récemment montre comment nous pouvons utiliser maintenant et dans le futur des modèles d'intelligence artificielle générative pour intégrer différentes sources de données dans l'hôpital afin d'assister les cliniciens dans toutes les étapes de la prise en charge du patient. La deuxième tendance sur laquelle je veux toucher, c'est le patient augmenté. Alors, l'AI Act, notamment, va interdire les modèles qui veulent changer les attitudes et manipuler les personnes. L'OMS publie un chatbot que tout citoyen peut consulter et qui peut donner des conseils de prévention pour améliorer son style de vie. Aujourd'hui accessible à des citoyens dans énormément de langages. Il s'appelle Sarah et il est assez performant, je dois le dire, mais ça reste un chatbot et nos citoyens peuvent désormais le consulter. Alors je me pose la question, Madame la Présidente, de savoir si un jour il y aura tellement d'outils pour être en meilleure santé qu'on posera la question aux gens qui ne le sont pas d'être responsables du fait qu'ils ne sont plus en bonne santé. Et je crains une dérive sociétale à cet égard. Nous devons rester inclusifs et utiliser l'IA pour une meilleure inclusivité des soins de santé et pas pour exclure des personnes des soins de santé. Le reste, la troisième tendance, nous avons découvert récemment un antibiotique grâce à l'IA. Ça n'arrivait pas depuis des années, on a été capable de le faire grâce à des algorithmes. Mais également, l'IA peut intervenir dans la gestion hospitalière pour optimiser la logistique et la gestion des ressources humaines. Si vous devez tenir une slide de ma présentation, c'est celle-ci. Ça, c'est notre rôle en tant que scientifique, en tant que clinicien, c'est de défendre la santé et notre système de soins de santé face à l'inconnu. Je suis incapable de vous dire quelle sera la prochaine annonce d'intelligence artificielle qui va suivre demain. Même moi qui étudie la question jour et nuit, je suis incapable de prédire ce que le futur nous réserve. Mais ce que je peux prédire, c'est que c'est notre humanité et nos valeurs qui vont faire que nous allons défendre des soins de santé accessibles pour les hommes et les femmes de cette terre. Face à l'inconnu. Le rôle de médecin sera très clairement remodelé parce que le médecin généraliste doté d'outils d'intelligence artificielle va pouvoir faire beaucoup plus.
de même que l'urgentiste. On va pouvoir réduire la part d'incertitude qu'il y a dans notre métier et qui est très importante. Les spécialistes, eux, et les hyperspécialistes, ils vont devoir se retrancher dans ce qui est sévère dans la spécialisation, parce que tout ce qui est moins sévère et ce qui remplit pour l'instant certains des hôpitaux, mais va être, je pense, déplacé vers la médecine de prévention. Alors, quelques perspectives pour conclure. J'ai le plaisir d'animer le groupe de travail sur la santé à intelligence artificielle au fédéral. Nous avons 5 objectifs en Belgique. C'est celui d'améliorer la qualité des soins, d'augmenter les compétences des médecins et leur qualité de vie au travail, de soutenir les organismes de santé, de stimuler la recherche et le développement et de piloter les politiques de santé publique. Il y a beaucoup de règlements en matière d'IA en santé, on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Ce que je veux insister par contre, c'est que l'ordre des médecins devrait à mon sens faire plus en matière d'intelligence artificielle pour protéger les cliniciens, pas pour les sanctionner. Aujourd'hui, 2 avis sont rendus au niveau de chef de l'ordre des médecins, et tous les 2 avis replacent la responsabilité entière de l'usage de ces technologies sur le médecin, dont l'évaluation de la pertinence du logiciel et l'évaluation de la cybersécurité et de la protection des données. Je pense que nos médecins n'ont pas encore les compétences pour faire cela. Voici mes messages de conclusion, Madame la Présidente. Premièrement, l'IA a un gros potentiel en médecine, mais son impact sociétal n'est pas assimilé suffisamment, je pense. 2, nous devons changer la façon dont nous développons et validons l'intelligence artificielle dans le milieu clinique. Et pour ce faire, les médecins et les académiques doivent assumer leur place dans ce rôle. Nous avons un rôle important à jouer et nous devons l'assumer. Et dernièrement, la Belgique a le potentiel d'être la meilleure en IA en médecine, mais il faut soutenir son tissu médical, citoyen et scientifique, ainsi qu'économique. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ton exposé, toujours un peu provocateur comme d'habitude. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle. Oui. Merci pour cette exposé en perspective. Je voudrais revenir à la relation directe médecin-patient et l'intelligence artificielle dans cette relation, avec 2 remarques. Tout d'abord, la nécessité d'apprendre aux cliniciens de réagir correctement par rapport au patient qui vient avec son diagnostic fourni par une intelligence artificielle. Ça, je pense que c'est un point important. On y est déjà confronté dans le contexte des patients qui vont sur toute une série de sites. Ce qui était plus facile à contrer, ça va être moins facile à contrer des arguments d'un diagnostic que le patient aurait fait sur base de l'intelligence artificielle qu'il a consulté. L'autre point, et ça revient un petit peu à la discussion sur l'empathie. Depuis que l'ordinateur a fait irruption sur le bureau, on se trouve dans une situation quand même très différente auparavant. Auparavant, on regardait le patient quasi tout le temps dans la prise de l'anamnèse. Maintenant, on a au moins la moitié du temps qui est plutôt fixé vers l'écran, et donc on a une perte de communication. Et donc il y a des programmes que je n'ai pas encore testés complètement, qui se mettent à l'interface entre le patient et le médecin et génèrent le résumé de toute l'anamnèse, ce qui permet au médecin d'être en contact constant avec le patient sans se soucier à prendre des notes concernant cette interaction, et j'aimerais avoir votre commentaire sur ce point. Madame la Présidente, je remercie professeur Cogan de ce commentaire qui est tout à fait pertinent. Il existe ce qu'on appelle des systèmes d'intelligence ambiante, qui sont en fait des systèmes que l'on place dans le cabinet de consultation et qui font automatiquement le résumé de ce qui se passe entre le médecin et le patient, en se rendant compte de quelle est la voix du médecin, quelle est la voix du patient, et de retranscrire automatiquement les outils qui sont intéressants et les mots qui sont intéressants pour le dossier médical, parce que c'est effectivement un interlocuteur non désiré dans la relation médecin-patient. Et je pense que l'IA va résoudre ce problème avec notamment ces ensembles d'intelligence artificielle ambiante qui voient de plus en plus le jour. Je suis rassuré sur ce point-là. On va empêcher de poser des questions sur la réponse et puis de la responsabilité médicale dans ce type de tripartite. Le médecin, Madame la Présidente, reste aujourd'hui responsable de tous ces actes avec l'intelligence artificielle. Il reste le maître par l'ordre.
ce qui est bon pour l'ego surdimensionné de nous, le médecin, mais qui est un petit peu délicat dans le sens où nous manipulons une technologie dont il est difficile d'estimer les tenants aboutissants. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'ordre des médecins a un rôle très important à jouer dans la protection de l'utilisation de l'IA par les cliniciens. Donc aujourd'hui, le médecin qui utilise l'IA est entièrement responsable de ses actes, dans le bon comme dans le mauvais temps. Et si on y rajoute le problème Cassandre, le jour où on saura quelle aura été la recommandation de la machine qui allait dans un sens qui aurait pu sauver le patient et que le médecin n'a pas pu écouter la machine et donc le patient a eu une complication, je me pose la question de ce que deviendra notre profession, Madame la Présidente. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup, Giovanni. En tant que tu dis que tu étais psychiatre pour notre ami Paul Minkowski commun, je voulais poser quelques questions concernant une potentialité de l'intelligence artificielle qui consiste à créer, à partir d'un texte, des images. Il y a eu notamment un excellent article dans le JAMA, et moi aussi avec une équipe internationale en anesthésiologie, nous venons de terminer une petite étude qui a été publiée dans le British Journal of Anesthesiology et qui en fait utilise ChatGPT et un deuxième moteur, je dirais, d'intelligence artificielle que je suppose que tu connais, Midjourney. C'est-à-dire que vous dites par exemple au système d'intelligence artificielle, génère-moi 100 images d'un anesthésiste, d'un chef de département d'anesthésiologie, par exemple. Eh bien, on a 100 images ou 1000 images, on en a autant. Eh bien, il s'est avéré que c'est tout le temps des hommes. D'accord? Si vous lui demandez un anesthésiste en gynécologie, là, vous avez une tendance à avoir davantage de femmes. En pédiatrie, il va jusqu'à vous produire des enfants. D'accord? Alors qu'on demande un anesthésiste en pédiatrie. Donc c'est vraiment une étude très très intéressante de voir, et vous savez qu'aujourd'hui le problème du genre, de l'équilibre des sexes dans la profession est important, et donc c'est préoccupant, enfin ces gens-là se préoccupent de voir qu'effectivement, on a évoqué justement la relation patient-médecin, de voir que si on demande ça, on voit que le plus souvent, par exemple, l'image d'un médecin de tête, c'est un homme. Et encore en plus, un caucasien. Un chef de service, c'est souvent... Et là, on trouve des différences relativement importantes. Et donc, il y a des problèmes, je dirais, sociétaux derrière tout ça. Voilà. Je voulais peut-être que tu commentes ces quelques tirs. Merci. Madame la Présidente, je remercie cette question. Alors, aujourd'hui, ma compagne, qui est aussi médecin, n'est pas venue à cette conférence parce qu'elle voulait monter la pergola à la maison. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'elle ne m'aurait jamais demandé à moi d'intervenir dans le montage de la pergola, parce que je ne sers absolument à rien dans ces tâches manuelles. Par contre, si elle a un conseil à me demander par rapport à sa carrière ou par rapport à des études scientifiques qu'elle lit, elle me pose souvent des questions. Ce que je trouve un bon choix. Je demanderai, Madame la Présidente, à l'IA, je serais à l'aise de demander à l'IA de me rédiger une table de la Terre pour mon prochain article scientifique, et je ne lui demanderai pas d'imaginer le futur de l'humanité. Et je vais arrêter là la réponse. Je pense qu'on a une question sur... Oui, merci Madame la Présidente. On a une question du professeur Jean-Louis Vincent. Bonjour, professeur Vincent. Oui, bonjour, désolé de ne pas être là, j'ai fort apprécié les deux premiers exposés. Et je voudrais partager une réflexion qui aura peut-être un caractère un peu provocateur, surtout vis-à-vis de ce qu'on vient d'entendre à propos du potentiel très important de la Belgique. Et je ne conteste évidemment pas ce qui a été dit en termes de possibilités. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mais je voudrais partager mon inquiétude parce qu'en fait, au niveau international, et je participe beaucoup à des discussions internationales dans le domaine de l'AI en soins intensifs, qui est ma discipline, les Américains nous regardent un peu de haut
en disant, vous les Européens, oui, vous avez les AI Act, vous parlez régulièrement de ça, vous êtes très fiers d'avoir mis des balises éthiques. OK, très bien, mais c'est des balises, ça. Mais en termes de développement dans le domaine, bon, on a investi beaucoup, soit on va investir beaucoup, mais tout va aux États-Unis. Ce sont les géants technologiques qui ont les big data et nous-mêmes, nous contribuons quand même à apporter des données à ces géants. Et donc, je suis assez inquiet de ne pas voir de grands systèmes qui se développent en Europe. Nous ne parlons même pas de la Belgique, mais en Europe. Les Chinois aussi investissent beaucoup et ils vont arriver, hein, comme ils le font maintenant dans le domaine de l'AI en automobile. Donc, une fois qu'ils mettront vraiment le paquet. C'est une question de taille, bien sûr. Donc, la Belgique, en tant que telle, n'a pas la taille pour produire suffisamment de data. Mais au niveau de l'intégration européenne, malheureusement, on n'est pas encore là et le système risque de s'auto-entretenir vers une participation de plus en plus importante des États-Unis dans le domaine. Et voilà, je voulais seulement partager mon inquiétude et peut-être écouter votre réaction. Merci, Madame la Présidente. La question du professeur Vincent est tout à fait pertinente. Mais je vais citer un exemple qui s'est passé aux Pays-Bas où un programme a été mené pour reconnaître quels étaient les jeunes à risque de commettre des actes criminels. Et si un jeune, par ailleurs tout à fait bien, avait un parcours d'immigration, avait une situation socio-économique difficile, un niveau d'éducation parentale assez bas, ben, il se voyait débarquer la police à domicile parce qu'il était jugé comme un haut risque de complications. Alors, c'est vrai, l'Europe régule, l'Amérique innove, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais je pense que si on ne régule pas, qu'on ne se pose pas des questions sociétales de façon très approfondie, nous n'avançons pas de la bonne façon. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est à la fois innovante, parce qu'il faut casser ce mythe. Nous avons certaines entreprises d'intelligence artificielle qui aujourd'hui voient le jour en Europe et pas aux États-Unis, qui font des sièges sociaux aux États-Unis mais qui restent en Europe, mais aussi avec une régulation qui est forte. Et ça me donne de l'espoir pour le futur. Ça me donne, bien évidemment, ça peut être une blessure narcissique de se dire que les Américains vont peut-être plus vite que nous, mais nous avançons dans une société où je m'y reconnais en des termes de valeurs et de philosophie. Voilà.